Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Nous retrouvons aujourd'hui Stanislav Krapivnik pour une mise à jour sur l'Iran et il va probablement nous donner le point de vue de Moscou. Il vient tout juste de se lever et a été très occupé, comme la plupart d'entre nous, au cours des dernières 24 heures. Stas, bienvenue dans l'émission. Merci. Le problème, c'est qu'il est 8 heures du matin. Pascal, lui, il ne nous laisse jamais de répit, n'est-ce pas? Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il ne laisse de répit à personne. Eh bien, je veux dire, la triste nouvelle, bien sûr, ce matin en vous réveillant à Moscou, la nouvelle triste et quelque peu choquante, c'est que les États-Unis ont en fait réussi à le faire. Ils ont réussi à tuer l'ayatollah Khamenei. Je vais juste partager mon écran. Je suis désolé de ne pas m'être préparé à cela, mais allons-y. Ils ont vraiment réussi à le tuer, le guide suprême de l'Iran. C'est très triste pour tous ses partisans en Iran. C'est un moment très heureux pour tous ceux qui le détestaient, lui et le gouvernement iranien. Ce sont aussi de vraies photos prises à Toronto, de gens célébrant avec des drapeaux iraniens de la monarchie iranienne, n'est-ce pas? Donc, ces gens ont leurs partisans, ils ont leurs ennemis. Mais quand vous avez entendu que Khamenei avait été tué, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous savez, pour que les gens comprennent bien, Khamenei est la deuxième personne la plus importante de la foi chiite. C'est à peu près l'équivalent des États-Unis assassinant le patriarche Kirill. Ce que je ne mettrais pas hors de portée des États-Unis, qui pourraient tenter cela par l'intermédiaire de leur proxy, ou l'archevêque de Canterbury, ou peut-être même le pape, si l'on poursuit cette comparaison. Alors, félicitations, Monsieur Trump, vous venez de déclencher une guerre religieuse, car ce n'est plus simplement une guerre entre États, c'est une guerre religieuse. Et félicitations à vos alliés dans la région, car je pense qu'un certain nombre de ces petites monarchies sunnites soutenues par les États-Unis sont sur le point de tomber. Si vous regardez la situation de manière réaliste, tout d'abord, Bahreïn. Pourquoi les gens acclamaient-ils? Parce que 80% de la population est chiite, dirigée par une minorité sunnite, dictatoriale de 20%. Allez au Qatar, il y a environ 500 000 citoyens et près de 9 millions de travailleurs privés de droits, pour la plupart en âge de servir dans l'armée, dont ils ne se soucient guère, car ils les considèrent essentiellement comme des esclaves rémunérés, des serviteurs sous contrat. Allez dans un pays comme l'Arabie saoudite, qui d'ailleurs a désormais déclaré qu'elle ferait tout ce que les États-Unis veulent. Elle combattra avec tous ses moyens. L'Arabie saoudite est donc maintenant impliquée dans cette guerre aussi, cette guerre régionale. Ce n'est plus seulement un conflit avec l'Iran. Les chiites représentent environ 30 à 40% de la population et ils vivent principalement dans les zones où se trouve le pétrole. Eh bien, bienvenue dans une guerre interconfessionnelle. Les chiites, ainsi que les alaouites et les chrétiens, à la fois orthodoxes et catholiques, combattent déjà les djihadistes soutenus par les Américains en Syrie. Cela se propage donc très rapidement. Nous avons déjà un combat à 3 fronts du côté iranien, car cela s'est transformé en guerre régionale. Hier, c'est devenu une guerre régionale, avec l'Irak et le Yémen qui y participent directement, et l'Amérique attaquant les forces irakiennes. Ce qui est intéressant, car l'Amérique occupe encore certaines parties de l'Irak et de la Syrie. Et pour ces forces américaines là-bas, comment dire, vous êtes fichus. Vous êtes littéralement les cow-boys dans le petit fort entouré d'Indiens, sauf que ces Indiens sont maintenant armés de mortiers, d'artillerie légère, de drones, de mitrailleuses, de lance-roquettes, et ainsi de suite. L'aide n'arrivera pas. Vous êtes au milieu de l'Irak, et tout le pays est en guerre contre vous. Il a donc, en somme, condamné ces gens, les a sacrifiés.
Eh bien, félicitations. Netanyahou a obtenu sa récompense régionale. Ce qu'il restera d'Israël est une grande question. Et bien sûr, comme d'habitude, ceux qui vont souffrir avant tout, ce sont les gens ordinaires. Petite interruption, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors, merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pascalota.substack.com. Le lien est dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Tu as réussi hier, bien sûr, à suivre ce qui s'est passé pendant une bonne partie de la première journée, étant toi aussi à Moscou. Qu'en as-tu pensé? Comment cette première journée s'est-elle déroulée, en gros? Quand tu réfléchissais à cette guerre, je veux dire, nous savions tous que les États-Unis renforçaient leurs forces depuis 3 mois, non? Nous savions tous que ce danger pouvait survenir à tout moment. Est-ce que les choses se sont passées comme tu l'imaginais? Ou qu'est-ce qui t'a surpris? Oui, ça s'est passé exactement comme je l'avais imaginé. Tout d'abord, je dirais que le dernier président convenable que les États-Unis ont eu, c'était Reagan, et que tout est allé de mal en pis depuis. Reagan, eh bien, je lisais un article de son biographe, Edmund Morris, qui racontait que lorsque Reagan avait été blessé par balle, il était à l'hôpital quand le film The Day After est sorti. Je ne me souviens pas vraiment de ce film, parce que j'avais environ 11 ans. Non, peut-être un peu plus, 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. C'était un soir d'école, un jeudi, et ils l'ont diffusé à 23 heures. Donc les enfants ne le regardaient normalement pas. Mais je me suis levé quand même, et à l'époque, j'avais ce petit téléviseur noir et blanc. J'ai allumé la télé et j'ai commencé à la regarder. Mon père est entré à mi-parcours, m'a trouvé assis là, et j'ai eu de gros ennuis. Que Dieu ait son âme. Quand ce film est sorti, Reagan était à l'hôpital et l'a regardé. Le biographe a dit qu'il avait appelé ses conseillers et leur avait demandé « Est-ce que ça va vraiment être aussi grave ?» Ils lui ont répondu « Non, Monsieur le Président, ce sera bien pire. Nous avons censuré beaucoup de choses. » Et Reagan a dit « Non, 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 non. Appelez Gorbatchev. Nous n'allons pas avoir une guerre nucléaire. » C'était le dernier président rationnel que les États-Unis aient eu. Peut-être que Bush père restait encore un peu réservé. C'était un ancien chef de la CIA, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est tout. Et Bush père avait déjà commencé à glisser, parce qu'il faisait partie de l'État profond. Mais lui, au moins, comprenait ce qu'était une guerre mondiale. Et ayant été à la tête de la CIA, il avait une idée de ce qu'il faisait. Après cela, tout commence à se dégrader. Et l'hubris est immense. Cette approche continue. Lorsque les Serbes négociaient avec les États-Unis au sujet de la Yougoslavie, c'était la même chose. D'abord, les États-Unis ont formulé une série d'exigences et les Serbes ont accepté. Eh bien, on ne peut pas faire la guerre s'ils acceptent réellement vos exigences, n'est-ce pas? Non. Alors, on en ajoute d'autres. Celle-ci priverait essentiellement la Serbie de sa souveraineté. Ce qu'elle savait, c'est qu'ils n'avaient jamais accepté cela. Et pour souligner le propos, pendant ces négociations, les États-Unis ont frappé la maison de Milosevic. Ils ont tué une partie de sa famille. On n'en a pas beaucoup parlé. C'était un incident mineur sur le radar. Mais vérifiez, c'était en 1994. Ils ont fait exploser sa maison de campagne. Je n'ai aucun mal à le croire. Je veux dire, on le voit en ce moment, non? Les États-Unis frappent les gens avec qui ils négocient ou prétendent négocier dans le cadre de leur stratégie. Donc le problème, c'est que si tu crois que leurs négociations se font de bonne foi, tu es déjà mort. Oui, prends une assurance vie supplémentaire. De même, comme Israël, qui négocie avec le Hamas tout en les tuant, qui négocie avec le Hezbollah tout en les tuant. Je veux dire, c'est maintenant tellement évident
que mes amis chinois me disent que les médias chinois s'en moquent. Ils se moquent des victimes en disant « Pourquoi croiriez-vous ça? Pourquoi leur parleriez-vous même ?» Et pourtant, je veux dire, ils ont essayé de tuer Vladimir Poutine. C'est comme si tu n'as pas la capacité d'arrêter ça, tu es fichu. C'est ce que le monde entier est en train d'apprendre maintenant, n'est-ce pas? Ouais, je veux dire, littéralement, ouais. Je ne sais pas si Poutine était réellement sur place. Sa présence était relayée à distance par télécommunication. Mais le fait est que, oui, 91 drones. Ils n'ont pas volé dans cette direction par accident. Les systèmes russes sont juste assez performants pour tous les abattre. Mais 91 drones, ils ont récupéré les puces de beaucoup d'entre eux, et les coordonnées y étaient enregistrées. Des puces américaines, des coordonnées américaines insérées par leurs intermédiaires. Donc oui, absolument, ils ont essayé. Comment tu gères des gens comme ça? Comment tu négocies avec eux? Eh bien, je veux dire, tu pourrais leur mettre un couteau sous la gorge ou entre les jambes. Je ne sais pas ce qui marche le mieux avec ces gens-là. C'est à peu près la seule façon de négocier avec eux. Il faut les tenir en joue, sans leur laisser le choix, qu'ils sachent qu'ils vont mourir, que leurs enfants vont mourir. J'imagine que c'est la seule manière de négocier avec des gens comme ça. Je veux dire, cela ne signifie-t-il pas maintenant que l'Iran, pour tenter de reprendre l'avantage dans l'escalade, doit s'en prendre à la direction d'Israël ou des États-Unis? C'est bien la logique naturelle de tout cela, non? Eh bien, ils n'ont pas forcément besoin de s'en prendre à la direction. La direction d'Israël, je veux dire, ils ont déjà fait exploser les bureaux de Netanyahou. Ils les ont frappés, envoyé un petit message. Mais ces gens-là sont dans des bunkers profonds. Et devinez quoi? Israël construit ses bunkers sous les hôpitaux. Oh oui, oui, oui. C'est pour cela qu'ils cherchaient les bunkers sous les hôpitaux de Gaza. Parce qu'ils ont construit cet hôpital et qu'ils ont construit les bunkers en dessous. Ils savaient qu'ils étaient là, alors ils s'y sont installés. Ils ont littéralement utilisé leur propre population comme bouclier humain. Littéralement. Et ensuite, ils peuvent crier « Oh, regardez, ils tuent des civils ». C'est pathétique. Franchement, c'est vraiment pathétique de faire ça. C'est lâche. Qu'entendez-vous du côté de la Russie? Je veux dire, comment les médias russes en parlent-ils? Et comment la direction russe aborde-t-elle cette guerre que tout le monde savait inévitable? Vous savez, la Russie a déployé des MiG-29, des Su-35, des hélicoptères d'attaque Mi-28, des systèmes S-400. La Russie a également apporté quelque chose dont on a peu parlé, des améliorations de l'avionique, de l'acquisition de cibles, de la propulsion et des affichages tête haute pour les missiles et les appareils plus anciens. Évidemment, les affichages tête haute et les équipements de brouillage pour les vieux avions aussi. Mais voici ce dont personne ne parle vraiment. Et je vais être franc, personne ne l'admettra, évidemment. Mais je vous garantis que derrière les commandes de beaucoup de ces MiG et de ces Sukhoi, il y a des pilotes russes. Parce qu'il faut environ 1 an pour former un pilote à partir de zéro. Mais si vous prenez un pilote d'une autre plateforme et que vous essayez de le former, bien sûr, vous pourriez le faire en 3 ou 4 mois. Mais il ne sera jamais aussi bon, car la mémoire musculaire sous tension le ramènera toujours à ce à quoi il était habitué, à la disposition qu'il connaissait. Ce n'est pas seulement une question de disposition ou de commande. Chaque avion a sa propre conception, sa propre avionique, sa propre aérodynamique. Pour le dire autrement, c'est l'aérodynamique. Donc, ils volent différemment et ils se manient différemment. Ce n'est pas comme si, vous savez, aujourd'hui j'étais sur un char Abrams et maintenant je suis sur un T-90. J'ai changé. Oui, je dois apprendre à le contrôler et quelques autres choses. Mais les chars, fondamentalement, roulent de la même manière.
Ils ont des performances différentes, bien sûr, mais on peut s'y habituer relativement vite. C'est un peu comme passer d'une voiture de milieu de gamme à, disons, une voiture de sport. Bien sûr, les performances sont différentes, mais on peut s'y habituer beaucoup plus facilement, car cela reste familier. L'aviation, c'est tout autre chose. Et ces personnes, même si elles peuvent piloter, le font à un niveau bien inférieur à celui d'un pilote formé dès le départ sur cette plateforme. Former des pilotes à partir de zéro, il n'y a tout simplement pas eu assez de temps. 6 mois ou moins, en réalité. Ce n'est pas suffisant. Je vous garantis donc qu'il y a des pilotes russes, généralement des officiers, dans ces avions, et probablement aussi au moins quelques équipages russes au sol. Pour le S-400, un système antiaérien moderne, il faut généralement environ 1 an pour former les officiers. Ça ne fait même pas 1 an. Donc je vous garantis qu'il y a déjà des équipes russes sur le terrain. Et la Russie a déjà déclaré, vous savez que l'Iran a un problème. Il a beaucoup de pétrole, mais pas assez de capacité de raffinage. Donc il a des problèmes d'approvisionnement en carburant. La Russie exporte déjà du carburant, du diesel, vers l'Iran à travers la mer Caspienne. La Russie a dit en gros, on te soutient. Et pour les denrées alimentaires, tout ce genre de choses, on te soutient. Et la nouvelle de l'école touchée, vous savez, je allais me coucher, et le nombre de victimes était déjà monté à 160. J'ai vu certaines des vidéos de... Enfin, ce sont des petites filles. C'était une école de filles, une école primaire. Une école primaire, donc du CP jusqu'à quoi, la 5e année. Penses-tu que c'était un accident ou bien qu'Israël cherche simplement à terroriser les Iraniens? Israël, les États-Unis, vous savez, ils parlent tous les deux de dommages collatéraux, comme ils disent. Je ne pense pas que ce soit collatéral. Dommages collatéraux impliquent qu'ils ne visaient pas vraiment ces personnes, qu'elles se trouvaient simplement sur le chemin, prises dans un échange de tirs, ou qu'un tir a dévié de sa trajectoire. Je ne crois pas que ce soit le cas. Honnêtement, on veut croire qu'ils n'ont pas vraiment visé les enfants. Mais non, je n'y crois pas. Je pense qu'ils ont réellement visé les enfants. Ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà tout fait de cette manière. Nous l'avons vu à Gaza, en Syrie, au Liban. Nous avons déjà vu tout cela. Nous avons vu comment les États-Unis ont sauvé Mossoul, en anéantissant la moitié de la population de la ville, en la bombardant jusqu'à la réduire en ruines, en entrant, en hissant le drapeau et en déclarant « Voilà, c'est sûr maintenant ». Nous avons vu ce que l'Alliance anglo-saxonne a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, ils essayent de faire porter tout ça à la Russie, en disant que l'Armée rouge a assassiné des civils et violé tout ce qui allait de 7 à 70 ans. D'ailleurs, le viol était puni d'exécution sommaire, tout comme le vol et le pillage. L'un de mes grands-pères était capitaine dans l'Armée rouge. Cela a toujours été ainsi dans l'armée russe aussi. Suvorov est entré à Milan. Les femmes de Milan ont chassé les Français et elles ont amené leurs filles pour embrasser les mains des Russes. Parce que la norme à l'époque, dans la guerre, voulait que lorsqu'on prenait une ville, on accordait à ces hommes 1 à 3 jours pour piller, tuer et dévaster, la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient. L'armée russe est entrée, a repoussé les Français, puis est repartie. Le maraudage ou tout autre acte de ce genre était puni de l'exécution immédiate. Voilà, une discipline totale dans ce cas. Pas de viol, pas de meurtre, pas de pillage, pas de liberté pendant quelques jours. Et, vous savez, mon grand-père était capitaine dans le corps des chars de l'armée rouge. Il a combattu jusqu'à Berlin, a vu 3 de ses chars brûler sous lui, ce qui lui a causé des troubles mentaux, bien sûr. Il a exécuté sur le champ un lieutenant qu'il avait surpris en train de violer une femme allemande. Oh, le silence est tombé.
Il a ensuite décidé de se tirer une balle. C'est ainsi qu'ils ont compris pourquoi il avait fait cela. Il y a eu un meurtre, une exécution sommaire pour viol. C'est tout. L'Alliance anglo-saxonne a brûlé 5 des 6 millions de civils allemands morts pendant la Seconde Guerre mondiale, morts sous les bombardements incendiaires. Tout le monde se souvient de Dresde. Chaque ville allemande a été bombardée. Beaucoup de villes et de villages du nord de la France ont aussi été bombardés. Il n'y avait pas d'Allemands là-dedans. Ils ont simplement été anéantis quand même. C'était la procédure habituelle, éliminer les civils. Qu'on le veuille ou non, les choses ont toujours fonctionné ainsi. Les États-Unis l'ont fait d'innombrables fois. Pendant la guerre des Philippines, ils ont éliminé 20% de la population. L'objectif était 50. Et les camps de concentration, les génocides, et ainsi de suite, tout au long de l'histoire. Et quand on commence à lire l'histoire, pas le mythe qu'on enseigne aux enfants, mais la véritable histoire, c'est horrifiant. Et c'est simplement comme ça que ça s'est passé. Je ne pense pas que c'était il y a un an. Donc, on peut s'attendre à ce que la guerre contre l'Iran soit menée de la même manière, non seulement sans se soucier des victimes civiles, mais avec l'intention de les viser également. Et ensuite, bien sûr, les médias occidentaux continueront de dissimuler la réalité en braquant les projecteurs sur chaque civil tué dans le camp occidental de l'Iran, tout en donnant carte blanche pour faire ce qu'ils veulent aux civils de l'autre côté. Je veux dire, on a déjà vu ça auparavant, comme pendant la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé à Koursk et ailleurs a été enjolivé, comme si les courageux Ukrainiens se dressaient contre les méchants Russes. Je veux dire, on voit déjà comment les Européens couvrent les choses maintenant. Les Allemands, les Français et les Britanniques ont déjà annoncé qu'ils condamnaient l'Iran pour avoir frappé dans la région, comme ils disent. Non pas contre les bases américaines dans la région, mais contre la région elle-même. C'est assez pathétique, non? Je veux dire, regardez la Yougoslavie. Quand les forces américaines ont bombardé pendant 78 jours, sans réussir à trouver l'armée yougoslave à frapper, elles se sont attaquées à des cibles civiles. Elles ont visé des églises. Elles ont visé, je me souviens qu'elles ont détruit une infirmerie d'hôpital où des soldats yougoslaves blessés étaient allongés au sous-sol. Et au-dessus de l'hôpital, les étages supérieurs d'ailleurs, étaient des maternités. Et ils ont tout détruit. D'abord, on ne tire pas sur des soldats blessés. Il existe quelque chose qui s'appelle la Convention de Genève. Oh oui, l'Amérique se moque bien des conventions de la science. Elle ne s'en est jamais souciée. Demandez aux Indiens d'Amérique. Ils ont détruit des marchés, des trains pleins de civils, des usines chimiques, polluant le Danube et la région environnante, parce qu'ils s'en fichaient complètement. Ils devaient frapper quelque chose, alors ils ont frappé quelque chose. Donc oui, absolument. Maintenant que Trump dit « Oh, ne vous inquiétez pas, ce sera une guerre courte, 4 jours », eh bien, Monsieur Trump, vous savez, lâcher les chiens de la guerre, c'est facile. Les chiens de la guerre, c'est facile. Les rappeler. Oui, vous allez apprendre quelques petites choses sur la guerre, puisque vous n'avez pas pris la peine de les apprendre au Vietnam. Monsieur, je sais comment mener une guerre. Je suis l'homme le plus intelligent que la Terre ait porté et qui boit de la Corona. Vous savez, les publicités. Oui, je ne bois pas souvent de la bière, mais quand je le fais, oui. Ou Doeki, peu importe la marque. Mais il a eu 5 sursis. Il n'est jamais allé au Vietnam. Il n'a jamais porté d'uniforme. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Personne dans sa famille n'a jamais servi, ni ne servira, jamais. Ce sont les élites, littéralement. C'est l'élite façon Epstein. Mangeons vos enfants. Littéralement. Il a aussi prononcé l'un des discours de début de guerre les plus stupides que j'ai jamais entendus. Je veux dire, il s'est enfermé dans un coin tellement idiot
en disant que la seule chose acceptable était la démilitarisation totale et l'anéantissement de l'armée iranienne, ainsi qu'un changement de régime. Et pour y parvenir, il a en fait besoin que le public militaire iranien, une fois les bombardements terminés, après qu'il les a bombardés, se lève ensuite et renverse le gouvernement. Franchement, cela me paraît tellement idiot que je me demande simplement qui a validé ce discours, car il est évident qu'il ne l'a pas écrit lui-même. Oh, il y a plein de néoconservateurs autour d'eux. Je veux dire, ils sont tous surexcités en ce moment. Ils ont enfin réalisé leur rêve. Tu sais, quand Trump disait « je vais être différent », eh bien, il l'a été, dans le sens où, tu vois, chacun des présidents précédents a été depuis, enfin, je ne sais pas si George Bush père l'était, mais Clinton l'était clairement, Bush fils l'était, Obama l'était, Trump l'était et Biden l'est, tous au moins partiellement sous l'influence du lobby israélien. Mais tous, y compris Trump lors de son premier mandat, ont eu le bon sens de dire « non, non, là, c'est allé trop loin. Nous n'allons pas emprunter cette voie parce que c'est une guerre régionale, voire mondiale, que nous allons déclencher. » Trump 2.0 est un imbécile qui a cédé sous la pression de Netanyahou. Et pour bien comprendre cela, le fait que l'Iran soit sur le point d'obtenir une arme nucléaire n'est pas un mythe inventé par Netanyahou. J'ai trouvé des articles du Jerusalem Post datant de 1986. Depuis 40 ans, ils répètent « c'est pour bientôt ». Oh, ils sont à une semaine, un mois, 2 ou 3 jours près. Ils sont, vous savez, à un battement de cils d'avoir des armes nucléaires sur la Lune. Tout est bon pour essayer de déclencher cette guerre. Et enfin, après 40 ans d'efforts, ils ont trouvé un idiot assez grand pour le faire. Et Trump s'est porté volontaire pour être cet idiot historique qui pense qu'il va pouvoir arrêter tout cela dans 3 jours de plus. Non. Premièrement, c'est devenu une guerre régionale à caractère religieux, et Israël ne va pas survivre à cela. En ce moment, ce que nous voyons, c'est l'Iran. Tout d'abord, les S-400 n'ont pas été déployés. Ils sont gardés en réserve. Et on les garde en réserve pour les préserver, car il y aura des cibles plus importantes à venir. Les missiles de croisière dont disposent les États-Unis sont en quantité limitée. L'aviation des porte-avions. C'est un vol très long, à moins qu'ils ne veuillent s'approcher vraiment près. Et il y a eu des rapports, que je n'ai pas pu confirmer, selon lesquels le Lincoln aurait déjà été attaqué une fois. Je ne sais pas, peut-être. Encore une fois, je ne peux pas le confirmer. Alors, où cela va-t-il mener? Eh bien, au final, ce seront les B-2 qui effectueront les frappes les plus ciblées. La plupart des lanceurs n'ont pas encore été déployés. Ils sont en train d'être installés en réseau. De cette façon, toutes les cibles n'apparaîtront pas en même temps. Ils doivent s'organiser avant un déploiement complet. Ils se préparent à une guerre longue. L'Iran se prépare à une guerre de longue durée. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz, et le trafic maritime s'est déjà arrêté rien qu'à cause de cette menace. Bien sûr, 1 jour, 2 jours, le prix du pétrole n'a augmenté que de 2,9% pour l'instant. Les primes d'assurance vont grimper. Vous savez, il y a quelques mois, un pétrolier russe a été attaqué près de la Grèce par des Ukrainiens utilisant des drones FPV équipés de charges RPG. C'est à peu près le même genre de choses. Devine quoi? L'Iran possède les mêmes drones, et c'est une zone beaucoup plus étroite et plus petite pour opérer. Ils n'ont même pas besoin de missiles anti-navires. On peut neutraliser un SM de drone avec des opérateurs de drones distincts. Le détroit fait 32 km à son point le plus étroit, et ils peuvent facilement attaquer n'importe quel navire entrant avec des tirs de RPG montés sur ces drones FPV. Voilà. Il suffit d'en abattre 1 ou 2 pour que tout le monde dise « oui, oui, c'est bon ». Et l'Europe, au fait, bienvenue dans une pénurie de carburant qui durera plus d'1 semaine. Bienvenue au fait de ne plus recevoir de GNL du Qatar. Alors continuez à excuser les Américains pendant que votre propre civilisation commence à tomber à court de carburant.
Et ensuite, que faites-vous? As-tu déjà entendu des déclarations du gouvernement russe à ce sujet? Et ensuite, penses-tu que les Américains vont essayer d'utiliser la même stratégie qu'avec le Venezuela? Tu sais, maintenant que le grand patron a été éliminé, ils vont menacer de faire la même chose aux survivants. En gros, au gouvernement civil, non? Pezeshkian, Rachi, et ainsi de suite. Et leur dire, vous cédez maintenant ou vous allez mourir aussi. C'est ça, leur stratégie? Ouais. Oui, c'est le cas. C'est littéralement leur stratégie. Du côté russe, la Russie et la Chine l'ont évidemment condamné. Ils exigent une réunion du Conseil de l'ONU. Mais le fait est qu'ils agissent. Ils ont déjà fait venir beaucoup d'équipements. Ce sur quoi les États-Unis comptent, ce sont les insurgés, parce qu'ils n'ont pas activé toutes leurs cellules. Je peux te le garantir. Ils comptent sur les insurgés. Ils vont probablement faire entrer en jeu, si ce n'est pas déjà fait, l'Azerbaïdjan. Et si l'Azerbaïdjan s'implique vraiment là-dedans, il n'existera plus en tant que nation, parce qu'il a déjà réussi à énerver à la fois la Russie et l'Iran. Et quand tu es coincé entre ces deux-là, pour aller jusqu'à faire un Ukraine complet, il faut vraiment être la pire espèce d'idiot qui ait jamais rampé hors dessous une pierre. Soyons réalistes. Quand on se trouve dans ce genre de quartier, comment penses-tu obtenir du soutien? Je veux dire, même avec Pachinian, qui est une véritable marionnette de l'Occident, prêt à brader l'Arménie pour n'importe quoi, et la Turquie juste à côté. Mais la Turquie a aussi un problème. Israël a déjà dit qu'ils seraient les prochains. On ne dit généralement pas ce genre de choses, à moins d'être tellement imbu de soi-même qu'on en devient aveugle. Bon, je vais prendre un peu de recul. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a 2 jours. Si tu veux comprendre la mentalité sioniste, je ne dis pas juive, je dis sioniste, juive sioniste, pas prêchant sioniste dans ce cas, écoute ce que disent les rabbins kabbalistes sionistes. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Tape l'âme juive ou quelque chose du genre, différence dans l'âme, et ils t'expliqueront. Ces rabbins sionistes adorent se filmer. Ils adorent diffuser leurs vidéos. C'est au niveau génétique. Dieu les a touchés, en a fait le peuple élu. Il les a touchés et les a changés génétiquement. Ils peuvent être athées, peu importe. Mais si tu es en partie juif, tu as une âme complète. Tu as une shoma, un lieu qui est la demeure de Dieu, une parcelle de Dieu. Tous les autres sont juste un peu au-dessus des singes. Ils ont la bina. La bina, c'est la rationalité. Tu n'as pas de divinité en toi. Tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu. C'est toujours un marché du genre, d'accord, si je me fais exploser, j'aurai 72 vierges. C'est toujours un marché. Alors ils regardent tous les autres en se disant, on peut les acheter. Ils ne peuvent pas comprendre ces gens-là. S'ils croient vraiment cela, c'est qu'ils se croient génétiquement supérieurs. Il y a un autre groupe qui croit la même chose. N'allons pas si loin. C'est écœurant que nous soyons à nouveau dans ce monde. C'est écœurant. C'est complètement fou. Je suis là, genre. Ouais. Ce sont des gens qui croient qu'ils peuvent t'acheter parce que tu n'es pas capable de te sacrifier, que tu ne peux pas viser un objectif plus grand. Ils pensent qu'ils peuvent toujours t'acheter et que tu es génétiquement inférieur. Alors comment négocier avec des gens comme ça? Tu ne peux pas, du moins pas sur un pied d'égalité. As-tu entendu ça? Je veux dire, pendant la guerre de 12 jours, Israël a en fait empêché ses propres citoyens de quitter le pays parce qu'ils étaient tellement bombardés. Tu as entendu parler de ça? Est-ce qu'ils ont de nouveau fermé les frontières, non seulement pour entrer, mais aussi pour sortir? Je n'ai pas entendu ça. Mais vous savez, il y a autre chose. Israël, en tant que grande démocratie, pratique une censure absolue. Une censure militaire. Oh oui.
Donc nous ne saurions pas ce qui s'y passe. Ouais. Je n'ai pas entendu ou je connais certaines personnes, mais je n'ai pas eu l'occasion de leur parler, en partie parce que je sais qu'il va y avoir des jérémiades. Ils nous attaquent. Pourquoi ces méchants nous attaquent-ils? Ouais, tu sais, il faut bien commencer ces guerres. Je veux dire, c'est partout dans les médias, non? Il fallait frapper l'Iran. Pas à cause de quelque chose de concret qu'ils auraient fait, mais parce qu'ils étaient mauvais, n'est-ce pas? À cause de tout le mal qu'ils font. Et maintenant, c'est devenu l'excuse même en Europe. Stas, je sais que ton temps est très limité aujourd'hui. As-tu une dernière réflexion à partager avec nous, ou devons-nous conclure? La seule pensée que j'ai à partager en ce moment, c'est prier pour les familles des morts. Et il va y avoir beaucoup de morts. Il y en a déjà beaucoup. Beaucoup d'enfants sont morts. Vous savez, la prière. Et ensuite, regardez rationnellement ce qui se passe. Les Américains ont déclenché quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le Hezbollah est totalement engagé, car si l'Iran tombe, le Hezbollah est fini. Le Hezbollah est totalement engagé. Le Hamas y ira probablement aussi. Cela ne va faire que s'étendre. Et les Américains sont prêts. Peu importe ce qu'ils disent, des Américains sont morts. Il y a des victimes américaines et il y en aura beaucoup d'autres. Donc le seul message que j'ai à adresser aux gens de l'Occident, c'est « on vous conduit droit dans le mur ». Le temps est écoulé. Soit vous agissez, descendez dans la rue, faites pression sur vos gouvernements. Soit gardez vos enfants et sachez qu'ils n'ont pas d'avenir. Je veux dire, c'est ça. Tu ne peux pas simplement rester assis sur le canapé tout le temps. Tu sais, 10% de la population allemande avait une carte du Parti national-socialiste des travailleurs. 10%. Si tu ne sais pas ce que cela signifie, c'est nazi. Nazi est l'abréviation de ce nom, le Parti national-socialiste des travailleurs. Puisque quelqu'un a posé la question, enfin, plus probablement que tout le monde dans le public le sait déjà, mais 10%. Les bombes ne demandaient pas la carte du parti. Quand 98% du peuple allemand ont participé à cette guerre, d'une manière ou d'une autre, ont envoyé leurs fils, qu'ils aient eu la carte ou non, ils en ont tous payé le prix. Auraient-ils pu l'arrêter? Oui, ils le pouvaient, mais ils l'ont soutenu. Regarde tes enfants et sache que c'est leur avenir, voire leur vie. Tu as des sacrifices et se mènent maintenant, c'est. Si vous vivez dans un empire du mal et un empire du mensonge, alors vous ne devriez pas être surpris si au final, vous et votre famille souffrez à cause de cet empire. Et c'est ce que l'Occident est en train de construire actuellement, un conglomérat, une approche de conglomérat. Stas, c'est un sujet très triste pour un dimanche. Je sais que vous prierez désormais, alors je vous souhaite, à vous et à votre famille, tout le meilleur avec ces prières. Prions pour l'Iran, pour la paix, pour votre Asie de l'Ouest, pour tout le monde. Stas Krapivnik, un homme slave. Si vous voulez le chercher et le trouver, je vous le recommande vivement. Slave avec un K, je le sais maintenant. Trouvez-le, Stas. Merci pour votre temps. Monsieur l'homme slave. Monsieur l'homme slave. Monsieur l'homme slave. C'est comme ça qu'on trouve. Homme Slacy. Santé.